Lorsque les États-Unis et Israël ont commencé leur attaque contre l'Iran, il ne s'agissait pas seulement d'une simple défense à affronter. L'Iran avait encore un atout dans sa manche. Une défense de haut niveau venant de la Chine, le QG-9B, qui fait partie du célèbre système de missiles QG-9. Mais lors du véritable affrontement, il n'a pas donné les résultats qu'on espérait. Au lieu d'être un obstacle majeur, il a rapidement été dépassé par les frappes aériennes successives et puissantes des États-Unis. Je pense pas, c'est à être les États-Unis. Au final, cela semblait coûteux mais pas très efficace. Pour la Chine, ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Le QG-9 est l'un des principaux produits de leur industrie de défense. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Cela a commencé en 1970 et il a encore été amélioré à la fin des années 1980. Après cela, ils ont créé différentes versions. Il y a la version originale QG-9, une version navale appelée HQG-9, le QG-9A, qui est entré en service en 2001, et le QG-9B, qui a une portée plus longue et une technologie plus avancée. La Chine n'est pas le seul pays à l'utiliser. D'autres pays l'ont également acheté et l'utilisent, comme le Pakistan, l'Égypte, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Il est facile de comprendre pourquoi de nombreux pays se sont montrés intéressés. La Chine l'a présenté comme une défense puissante et moderne, capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. Selon eux, il peut rivaliser avec le S-300 de la Russie, qui est reconnu depuis longtemps comme excellent dans ce type de défense. Ils ont également déclaré que sur certains aspects, il peut même surpasser le système de missiles Patriot des États-Unis, en vantant aussi sa portée. Il est capable d'atteindre une cible située à environ 160 miles ou 260 km de distance. Il dispose également d'un radar capable de suivre jusqu'à 100 cibles simultanément et d'attaquer 6 à 8 cibles en même temps. Sur le papier, ces capacités semblent puissantes et complètes, mais dans la réalité du combat, c'était une autre histoire. Il utilise un lancement vertical à froid et offre une couverture à 360 degrés, ce qui lui permet de surveiller les environs dans toutes les directions. Il atteint une vitesse de Mach 4, soit plus de 3000 miles par heure, et transporte une ogive d'environ 400 livres, soit 180 kg corse. En théorie, une telle défense devrait offrir un avantage considérable à n'importe quel pays. Il protège plus facilement son propre espace aérien et ses sites importants, et il est capable de faire face aux menaces provenant des avions de chasse, des missiles de croisière et même des missiles balistiques. Il est clair que la Chine a confiance dans le QG-9 car elle l'utilise dans des zones sensibles comme Pékin, le Tibet et la mer de Chine méridionale. Ce qui est écrit diffère de la réalité du combat. Dire que tu peux rivaliser avec les meilleurs est facile, mais le prouver lors d'un vrai affrontement, c'en est une autre. C'est là qu'on verra si une défense est vraiment efficace ou si ce ne sont que des affirmations qui ne tiendront pas dans une situation réelle. L'Iran a une grande confiance dans le QG-9 et ils espèrent qu'il pourra prouver ses capacités lorsque le moment viendra. Selon un responsable iranien, ils ont reçu un grand nombre de ces systèmes en 2025, quelques mois après la guerre des 12 jours, au cours de laquelle Israël et les États-Unis ont lancé une attaque surprise contre les installations nucléaires de l'Iran. En moins de 2 semaines, de nombreux chefs militaires, scientifiques nucléaires, politiciens et civils ont perdu la vie. En raison de la gravité de cet événement, il était clair que l'Iran était inquiet et a commencé à renforcer sa défense en vue d'une éventuelle attaque future. Non seulement ils ont acquis le QG-9 auprès de la Chine grâce à un accord pétrole contre armes, mais ils ont aussi commencé à développer une défense plus large et interconnectée dans différentes parties du pays. Cela comprend leurs propres systèmes comme le Bavar 373 et le Khordad 15 ainsi que des systèmes étrangers tels que le Panzer S-1 et le S-300. Ils ont aussi des unités de défense mobiles pouvant se déplacer là où elles sont les plus utiles. Avec autant d'équipements de ce genre, il devrait être très difficile de pénétrer l'espace aérien de l'Iran. Le but est de protéger les endroits les plus importants comme le complexe à Téhéran de leur guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que les installations nucléaires, les bases militaires et les aérodromes. Sur le papier, le QG-9B devrait être l'un des éléments les plus puissants de ce réseau. Il est capable de suivre plusieurs cibles et d'abattre un à un les avions et missiles de l'ennemi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le 28 février 2026, l'attaque des États-Unis et d'Israël a commencé.
Les avions de chasse israéliens comme le F-15 Eagle ont immédiatement décollé et lancé des frappes de précision avec des missiles Sparrow et d'autres armes sur des cibles importantes, y compris le complexe de Khamenei. Dès les premières heures, Khamenei a été tué. Par la suite, plusieurs hauts responsables iraniens ont également été tués, y compris le chef d'état-major de l'Afghanistan. Le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le ministre de la Défense et d'autres conseillers proches. En même temps, des chasseurs et des bombardiers américains sont également entrés dans l'espace aérien iranien et ont mené des attaques successives contre des centaines de cibles en seulement quelques heures. Plus de 20 des 31 provinces de l'Iran ont été touchées par des bombes et des missiles. Des bases, des installations, des radars et même la défense aérienne elle-même ont été détruits ou laissés en feu et en ruine. Au fur et à mesure que l'opération se poursuivait, des rapports successifs d'explosions et de destruction dans différents endroits arrivaient, un signe clair que la défense supposée solide de l'Iran n'a pas pu arrêter la puissance de l'attaque. Les équipements de l'Iran ont été progressivement détruits, un par un, et la défense qu'ils avaient reconstruite depuis longtemps, censée protéger le pays, n'a presque pas été utilisée. Leurs commandants ne s'y attendèrent pas. Ils savaient qu'il y aurait des dégâts à cause de la puissance de l'attaque. Mais ils pensaient qu'ils pourraient quand même riposter d'une manière ou d'une autre. Ils avaient une grande confiance dans le QG-9B pour y parvenir. Il aurait dû être capable de détecter la menace approchante à plus de 150 miles de distance. Cela signifie qu'il aurait déjà dû voir les avions de chasse et les missiles quelques minutes avant l'impact et aurait pu envoyer immédiatement un intercepteur pour arrêter l'attaque. Son radar devrait être capable de suivre plusieurs cibles simultanément et de fournir des informations d'attaque pour aider ceux au sol à prendre des décisions. De plus, ces missiles rapides et dotés d'un guidage avancé devraient être capables d'intercepter les menaces entrantes ou d'abattre les avions ennemis. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dès le début du combat, le QG-9 a été presque inutilisé. Et la principale raison en est une grande faiblesse. Il est facilement affecté par la guerre électronique ou EW. Selon les rapports, les États-Unis ont utilisé le Boeing IA-8 et pour perturber le radar et la défense de l'Iran. Grâce à cela, les États-Unis ont pu créer des corridors sécurisés où leurs avions de chasse et bombardiers pouvaient passer sans être immédiatement détectés ou arrêtés. Dans les combats modernes, ce type d'attaque électronique est attendu et de nombreuses défenses disposent de moyens pour y faire face. Mais dans le cas du QG-9, il semble qu'il n'était pas suffisamment préparé à ce type d'attaque, c'est pourquoi il est rapidement devenu inutile au moment le plus crucial. À cause de l'intensité et des interférences électroniques provenant du Boeing IA-18 Gigroller, les communications des défenses iraniennes ont presque immédiatement cédé. Ils n'ont plus pu se connecter correctement au centre de commandement. Ainsi, tout le réseau est devenu comme aveugle et muet en seulement quelques secondes. À partir de là, la performance de leur radar s'est également effondrée. Sur le papier, il laisse les capables de suivre jusqu'à 100 cibles simultanément, mais en situation de combat réel, il avait déjà du mal à verrouiller ne serait-ce qu'une seule cible. Leurs écrans étaient remplis de faux signaux, tandis que les véritables menaces comme le F-35 Lightning II et le missile Tomahawk sont passés inaperçus. À cause de cela, ils n'ont presque rien pu faire. Ils n'ont pas pu détecter correctement l'ennemi, ils n'ont pas pu tirer et ils n'ont pas pu empêcher les attaques successives. Au final, le QG-9B est devenu comme un équipement coûteux mais inutile. Il n'était plus qu'une cible facile pour les États-Unis et Israël. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. En mai 2025, le Pakistan a utilisé le même système pour protéger des endroits comme Karachi et Lahore contre les attaques de l'Inde dans le cadre de l'opération Sindoor. Le Pakistan espérait que le QG-9 pourrait résister aux attaques de missiles. Mais comme en Iran, cela n'a pas suffi non plus. L'Inde a tout de même réussi à mener des frappes réussies sur différentes cibles malgré la défense multicouche du Pakistan. L'Inde a également utilisé la technologie de guerre électronique, provenant d'Israël, afin de perturber les radars et les communications du Pakistan. En conséquence, certaines de leurs défenses aériennes sont également devenues inutiles, y compris le QG-9. Cela signifie que ce système n'a pas montré de faiblesse uniquement lors d'un seul affrontement. Dans deux situations différentes, le même problème est survenu. Lorsqu'il est frappé par une guerre électronique puissante, il perd rapidement son utilité. Cela a été suivi par une combinaison d'attaques utilisant des drones kamikazes et des missiles BrahMos indiens, ce qui a causé d'importants dégâts à différentes cibles. Si les affirmations de la Chine concernant le QG-9B étaient vraies, cela ne serait pas arrivé.
Il devrait être capable de détecter immédiatement les menaces entrantes à longue distance et de lancer rapidement des missiles intercepteurs pour les arrêter. Mais ce qui s'est passé, c'est que leurs écrans ont été remplis de parasites. Le radar est devenu inutile et ils n'ont même pas pu lancer de missiles parce qu'ils n'avaient aucune cible claire. Après cela, certains ont encore essayé de défendre le système. On supposait une erreur humaine, un manque de formation des opérateurs ou des conditions différentes de celles prévues lors de la conception. Mais maintenant, il est clair que ce n'est plus un problème isolé. Deux endroits différents, deux adversaires différents, mais le résultat a été le même. Ce n'est plus un simple accident. Il est clair que, peu importe à quel point cela a été promu comme avancé, cela n'a pas répondu aux attentes dans la réalité. L'une des raisons en est l'expérience. Les défenses les plus efficaces au monde sont celles qui ont été testées à maintes reprises dans de vrais combats. Par exemple, le dôme de fer a déjà été utilisé plusieurs fois et il a prouvé qu'il pouvait protéger des villes comme Jérusalem et Tel Aviv. Il en va de même pour le système de missiles Patriot des États-Unis, qui a été utilisé dans de nombreux combats depuis la guerre du Golfe et jusqu'au conflit de l'Ukraine contre la Russie. En raison du grand nombre d'utilisations réelles, on obtient également plus de données provenant de ces systèmes. Et ces données sont utilisées pour améliorer les performances, corriger les faiblesses et être mieux préparé pour le prochain combat. C'est là que tout se joue. De bonnes spécifications sur le papier ne suffisent pas si elles ne sont pas prouvées dans un vrai combat. Pour de nombreux pays, surtout ceux qui ont un budget plus limité par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la France et à l'Allemagne, il est vraiment logique d'acheter des armes. Les produits fabriqués en Chine sont moins chers que ceux des États-Unis, de l'Europe ou de la Russie. Et la Chine est aussi très douée pour présenter ses produits. Les promesses commerciales sont convaincantes et les spécifications impressionnantes. Mais alors que les problèmes du QG-9B apparaissent les uns après les autres, d'abord au Pakistan puis en Iran, il est possible que certains pays commencent à douter. Ceux qui ont choisi des équipements chinois moins chers plutôt que des systèmes occidentaux plus éprouvés commencent maintenant à se demander s'ils ont pris la bonne décision. Ils réalisent de peu à peu que de bonnes spécifications ne suffisent pas si les performances ne suivent pas en situation de combat réel. À cause de cela, il est possible que certains pays commencent à éviter d'acheter davantage d'armes à la Chine dans les années à venir. Au lieu de cela, ils pourraient autrement se tourner vers d'autres fournisseurs comme la Russie ou des pays de l'Union européenne pour renforcer leur défense. C'est une mauvaise nouvelle pour la Chine. Ces dernières années, la Chine a fait de gros efforts pour renforcer sa propre armée et fabriquer ses propres armes afin de ne plus dépendre des autres. Ils présentent souvent leurs nouveaux missiles et technologies militaires lors de grands défilés et événements pour montrer leur puissance et avertir leurs adversaires comme les États-Unis. Mais cet effet disparaît si, lors d'un vrai combat, ces systèmes ne fonctionnent pas réellement. Des échecs comme celui du QG-9 ne contribuent pas à la réputation de la Chine en tant que leader dans la technologie de défense. Au contraire, cela la détériore encore plus. Au lieu d'être perçue comme puissante et effrayante, ce sont désormais ses faiblesses qui sont mises en avant. Cela inclut les problèmes potentiels de qualité des pièces, d'assemblage et de conception, qui semblent bons sur le papier mais manquent d'efficacité en situation réelle. Et dans le monde militaire, une seule chose compte. Est-ce que ça fonctionne quand on en a besoin ? Dans les combats modernes d'aujourd'hui, la puissance ou la vitesse de l'arme ne suffisent pas. Il faut une technologie avancée, une bonne connexion entre toutes les parties, et un logiciel aussi performant que le matériel lui-même. L'arme ne doit pas seulement frapper fort. Elle doit aussi pouvoir résister à la guerre électronique intense utilisée aujourd'hui. C'est là que la Chine rencontre des problèmes. Certaines armes qu'elle fabrique ne semblent pas encore prêtes pour ce type de combat. À bien des égards, cela ressemble à ce qui se passe en Russie, qui reste concentrée sur des armes plus grandes, plus puissantes et plus rapides, mais qui manque de la technologie avancée nécessaire aujourd'hui. Parce qu'en réalité, peu importe la vitesse du missile, s'il ne peut pas échapper à la défense ennemie. La portée de la défense et le nombre de cibles qu'elle peut suivre n'ont pas non plus d'importance si elle peut être facilement perturbée. C'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé avec le QG-9B est important. Ce n'est pas seulement parce que les missiles des États-Unis et d'Israël ont réussi à passer et à frapper des cibles en Iran. Cela impacte encore davantage l'avenir de la Chine comme fabricant d'armes. Cela a nui à la crédibilité de la Chine comme exportateur d'armes. Dans les années à venir, de nombreux pays se souviendront de cet événement et hésiteront avant d'acheter des armes chinoises.
Il est possible que les affirmations et le marketing concernant leurs nouveaux missiles et systèmes de défense ne soient dits plus facilement crus. Même à l'intérieur de la Chine, même si cela n'est pas dit directement, il est possible que leurs chefs militaires remarquent également qu'il existe un écart entre les affirmations et la performance réelle. Et dans la guerre moderne, une chose est claire, ce qui est bien sur le papier ne suffit pas. Il faut que cela fonctionne dans un vrai combat, surtout si l'adversaire utilise la technologie la plus avancée au monde. Tout cela a un impact direct sur l'avenir de l'armée populaire de libération. Si jamais la Chine décidait de mener une grande opération militaire, comme une possible prise de contrôle de Taïwan, ce serait plus dangereux et plus risqué qu'auparavant. Autrefois, la Chine avait l'image d'une puissance montante rapide, capable de rivaliser avec les armées les plus puissantes du monde. Mais aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé, cette image a été brisée. Et lorsqu'on perd confiance dans les capacités d'une armée, il est difficile de la retrouver. La situation s'aggrave encore parce que ce qui se passe en Iran montre aussi à quel point l'armée des États-Unis est puissante et avancée. Il ne s'agit pas seulement de quantité d'armes ou de technologies modernes, mais surtout de coordination, de renseignement et de guerre électronique. Un aspect essentiel et remarquable est l'utilisation de la technologie spatiale. La force spatiale des États-Unis utilise des systèmes satellites avancés pour surveiller les mouvements de l'ennemi, fournir des informations en temps réel et aider les avions et missiles à atteindre leurs cibles avec plus de précision. Cela signifie que la guerre moderne ne se résume plus à la force ou au nombre. C'est désormais une guerre d'information, de rapidité de prise de décision et du niveau d'avancement de la technologie utilisée. C'est là que la Chine rencontre plus de difficultés. Au final, une chose est claire. La lutte aujourd'hui ne concerne plus celui qui possède les plus grandes armes, mais celui qui a le système le plus intelligent capable de fonctionner, même dans les situations les plus complexes. Dans les années à venir, il est possible que la façon dont les pays se préparent à ce type de combat change encore. Il ne suffit plus d'acheter simplement plus d'armes ou de montrer des missiles plus gros. Ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est la façon dont tous ces éléments fonctionnent ensemble. Détection, communication, logiciel, et même les personnes qui les utilisent. Dans les combats modernes, la vitesse de circulation de l'information est extrêmement importante. Si tu sais plus rapidement où se trouve l'ennemi, tu peux prendre des décisions plus vite. Et quand la décision est plus rapide, tu as plus de chances de devancer chaque mouvement. C'est pourquoi les pays investissent davantage dans des systèmes qui fournissent des informations immédiates. Les données qui arrivent en retard ne suffisent plus. Il faut les voir et les comprendre immédiatement, et pouvoir les utiliser en seulement quelques secondes. En même temps, la formation des utilisateurs devient de plus en plus importante. Peu importe la qualité du système, s'il n'est pas utilisé correctement, il ne sert à rien. Il faut une communication claire, une compréhension rapide et de bonnes décisions au bon moment. Dans ce type de configuration, la compétence à utiliser la technologie compte autant que la technologie elle-même. Lorsque l'on combine un bon système et un utilisateur compétent, les chances de réussite sont plus grandes. À mesure que la technologie évolue, la manière de planifier évolue aussi. Les plans deviennent plus flexibles car on ne peut plus se fier à une seule direction. Il faut être prêt à toutes les éventualités. C'est là que la capacité d'adaptation devient importante. Le camp qui peut changer de plan rapidement a un grand avantage par rapport à celui qui dépend d'un seul plan. Dans les prochains combats, on verra davantage l'utilisation de systèmes interconnectés, où les composantes aériennes, terrestres, maritimes et spatiales agissent comme un tout. Les données provenant des satellites sont utilisées par les aéroports et les données des aéroports sont utilisées par les forces au sol. Ainsi, les mouvements gagnent en rapidité et les décisions en clarté. À mesure que la coordination s'améliore, il devient plus difficile pour l'ennemi de suivre s'il n'est pas capable de faire la même chose. C'est ici que la cyberguerre et la guerre électronique deviennent également importantes. Il ne suffit pas que ton propre système soit en ordre. Tu dois aussi perturber le système de l'ennemi. Dans ce genre de combat, parfois tu n'as même pas besoin d'abattre un avion ou de le détruire avec un missile. Il suffit qu'il ne fonctionne pas correctement. C'est l'un des plus grands changements dans la guerre moderne. La victoire ne dépend plus seulement de la force, mais de qui possède le meilleur système et la meilleure capacité à gérer l'information. Au fur et à mesure que le changement se poursuit, il devient de plus en plus évident que les pays qui ne peuvent pas suivre ce niveau de technologie seront laissés pour compte. Ces pays auront aussi du mal en matière de coordination dans les années à venir. Il ne suffit plus de compter sur les anciennes méthodes de combat. Il faut continuer à se mettre à jour, à apprendre et à s'adapter aux nouvelles méthodes, car le monde évolue ainsi aujourd'hui.
Et à mesure que la technologie devient plus avancée, il devient de plus en plus clair que la lutte ne concerne plus seulement les armes les plus puissantes, mais de savoir qui dispose d'un système efficace capable de fonctionner même dans des situations difficiles. Au final, l'avantage revient à celui qui n'est pas seulement prêt pour le combat, mais qui est aussi prêt pour le prochain combat qui ne cesse d'évoluer. Dans ce genre de combat, il y a une chose importante qui est souvent négligée. La rapidité de décision compte autant que l'information, car des données traitées lentement ne suffisent pas. Il faut que du moment où les données sont reçues jusqu'à l'émission des ordres, le flux soit rapide et clair. Dans un combat moderne, même quelques secondes peuvent avoir un impact énorme. Si un camp peut repérer plus rapidement où se trouve l'ennemi. Un camp peut repérer rapidement l'ennemi. C'est là que l'importance d'une chaîne de commandement efficace entre en jeu. Il faut que tout soit clair sur l'emplacement. Un camp peut rapidement repérer où se trouve l'ennemi. Quand le système est désorganisé, peu importe la qualité de l'équipement, les mouvements restent lents. Et dans ce genre de combat, ceux qui sont lents sont souvent distancés. D'un autre côté, le camp qui dispose d'une structure de commandement claire et organisée peut s'adapter plus facilement. À chaque changement, ils ne mettent que pas longtemps à prendre des décisions et ils exécutent leur plan plus rapidement. À mesure que la technologie s'améliore, les systèmes deviennent de plus en plus complexes. Plus il y a d'informations qui arrivent, plus il y a de choses à organiser et plus il y a de décisions à prendre en peu de temps. C'est pourquoi il ne suffit pas d'avoir de bons équipements. Il faut aussi un système capable de gérer beaucoup d'informations sans ralentir. Dans ce genre de configuration, une communication claire est essentielle. Chaque unité doit recevoir les bonnes informations et il ne doit pas y avoir de retard dans le transfert des données. Lorsqu'il y a un retard ou une information erronée, toute l'opération peut être compromise. Une seule mauvaise décision peut avoir un impact considérable sur la bataille. C'est pourquoi on accorde une attention particulière à la coordination. Il ne suffit pas que chaque unité soit forte si elles ne travaillent pas bien ensemble. La véritable force d'une armée aujourd'hui se voit dans la façon dont les forces coopèrent, du centre de commandement jusqu'à la ligne de front. Lorsque la connexion est bonne, l'action est plus rapide, les décisions sont plus claires et chaque mouvement est mieux coordonné. Mais si une partie ne fonctionne pas correctement, c'est tout le système qui en est affecté. Dans ce type de situation, la bataille dépend autant de la circulation de l'information et de la prise de décision que de la force ou du nombre d'armes. À mesure que la guerre évolue, la rapidité des décisions et la clarté de la coordination deviennent essentielles. C'est le critère le plus important pour déterminer qui prendra l'avantage et qui sera laissé derrière. Dans ce système, il n'y a pas que la rapidité qui compte, mais aussi la constance. Peu importe la rapidité d'un système, s'il n'est pas fiable, il perd aussi sa valeur au milieu du combat. À chaque utilisation, le résultat doit être le même. Il doit fonctionner même sous pression, même lorsque la situation est chaotique, et même lors d'attaques successives. Lorsqu'une partie a des performances instables, cela devient dangereux. Et lorsque les utilisateurs perdent confiance, les actions ralentissent, et chaque décision devient plus prudente. D'un autre côté, un système stable et fiable donne confiance à chaque unité. Ils agissent plus vite car ils savent que leur équipement sera prêt quand ils en auront besoin. Dans ce type de combat, cette confiance devient une force car ils n'ont pas seulement des armes, ils ont aussi confiance dans le système qu'ils utilisent. À ce stade, la question la plus importante n'est plus de savoir qui est le plus fort, mais qui peut rester le plus efficace au milieu du chaos.